le site, mais tu étais vraiment le coordonnateur national. Mais je pense qu'il faut vraiment être très clair sur ce que ça veut dire derrière pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté au moment du dépôt des dossiers. Parce que sinon, voilà, le dossier n'est pas pris et ça fait quand même c'est beaucoup d'investissement de rentrer les données dans un dossier de labellisation. Et donc après, ça fait des déçus, donc c'est dommage. Merci. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Je pense que ça a été intéressant pour tout le monde. Et on va finir cette matinée avec le point sur l'Observatoire des traitements, qui est une des choses qui tient également, avec Laura Tourvielle, qui est donc la pharmacienne que la filière a recrutée pour cela. Tout à fait. Donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de l'Observatoire des traitements. Donc Anne-Sophie Lapointe l'a un petit peu évoqué. C'est une mission qui a été mise en place par la DGOS et la DGS suite au PNMR 3. Et donc c'est une mission qui a été confiée à toutes les filières. Donc moi je m'occupe de ce point pour la filière Fava-Multi et pour la filière Mémo également. Donc qu'est-ce que c'est? Alors en fait ça a été... les missions sont décrites dans la note d'information qui est précisée en haut de la diapositive. Ça commence déjà par un état des lieux au niveau de la filière. En fait, l'objectif final, c'est de favoriser l'accès au traitement pour les patients. Et donc pour cela, il y a plusieurs étapes. La première, c'est un état des lieux des usages hors AMM qui sont faits dans la filière, puisque pour rappel, il y a plus de 90% des maladies rares qui n'ont pas de traitement autorisé, pas de médicaments avec une AMM en France. Donc du coup, ça oblige forcément les prescripteurs à se tourner vers des molécules qui sont indiquées dans d'autres domaines. Donc là, l'objectif, c'est de déjà recenser ce qui se passe au sein de la filière, au sein de tous les centres de référence d'ailleurs, et essayer de trouver une justification bibliographique, de mettre en lumière ces usages avec les preuves qui existent. Et dans quel objectif? Donc derrière, ça va être de faciliter l'accès au traitement pour les patients en utilisant les accès dérogatoires, donc qui ont été réformés il y a à peu près 2 ans, avec la mise en place des accès compassionnels et des accès précoces qui remplacent les AAC, les ATU, les RTU. Donc ça s'appelle maintenant les AAC qui remplacent les ATU nominatives. Les CPC sont les cadres de prescription compassionnelle qui remplacent les RTU et qui s'adressent plutôt à des groupes de patients qu'à des patients individuels, donc pour encadrer des pratiques qui se font sur un groupe de patients. Et puis les accès précoces qui remplacent un petit peu les ATU de cohorte, donc en fait qui sont à l'initiative des laboratoires, mais pour qui la filière peut participer, notamment dans le développement du dossier ou du soutien auprès des instances, donc en l'occurrence la HAS qui évalue ces dossiers d'accès précoce. Pour l'accès compassionnel, juste pour information, c'est des dossiers qui sont déposés auprès de l'ANSM et là la filière est en mesure de déposer des dossiers, donc je vais vous en parler d'ailleurs un petit peu plus tard. Et donc la troisième étape, ça va être de participer au suivi des cohortes de patients traités. Donc, puisque là, on a l'occasion et même on a l'obligation de faire un recueil de données de vie réelle qui viendront s'ajouter aux données des essais cliniques qu'on a déjà, mais qui permettent d'évaluer un petit peu la sécurité et l'efficacité du médicament dans son usage pratique, et pas seulement dans une population sélectionnée dans les essais. Donc c'est une mission qui est pilotée par la DGOS, la DGS, mais qui finalement est en interaction aussi avec beaucoup d'autres instances, comme la NSM, la HAS, les organismes payeurs comme la CNAM, la BNDMR, les laboratoires pharmaceutiques et les associations de patients. Je vous ai mis le logo donc, de notre groupe interfilière des observatoires des traitements que je coordonne. Donc en fait, ça regroupe toutes les personnes qui sont en charge de cette mission, donc pharmaciens chargés de mission au sein de toutes les filières, et on s'est coordonné pour partager les ressources, les expériences, et puis communiquer ensemble avec les instances pour porter notre message en fait avec un peu plus de force. Comment ça se présente? Donc là, c'est la première étape, le recensement des usages pour la filière Fava-Multi. Donc en faisant le tour, là, il n'y a pas tout le tableau évidemment, il y a 64 lignes. J'ai fait un petit peu le tour des coordonnateurs qui sont chargés des centres de référence pour savoir ce qui se passait au niveau des prescriptions dans les pathologies concernées. Donc, on a 43 médicaments dans 32 maladies différentes qui sont plus ou moins utilisés. Donc, vous voyez, je ne sais pas si on arrive bien à lire, mais les critères qui sont, je ne pense pas, hein, je vais vous le détailler. Les critères qui sont demandés par ce tableau, donc, qui a été développé par la DGOS, c'est donc le médicament, la maladie, le consensus au niveau de la filière, si c'est fort, moyen, faible, le nombre de patients dans la file active qui est traité, l'antériorité de la pratique au sein de la filière,
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? S'il y a un suivi de registre, un suivi de cohorte ou un registre qui est en cours. Là, plutôt oui, en fait, parce qu'il y a déjà des registres qui existent dans les... Je pense à Sirocco, je pense à la base Marfan, où on commence à rajouter les traitements. Donc en fait, même en dehors de l'Observatoire des traitements, il y a des suivis de patients qui sont déjà réalisés. Voilà. Donc ça, c'est le registre, enfin le recensement. Et derrière, j'ai aussi fait un répertoire en fait, de la bibliographie qui est disponible pour chaque couple médicaments et situation clinique. Donc évidemment, ce n'est pas encore exhaustif parce que c'est un gros travail. Mais voilà, on validera ensuite avec les médecins. Et enfin, alors en début d'année, là au printemps, on nous a demandé de faire remonter ce tableau, de mettre à jour ce tableau auprès de la DGOS et la DGS, et on nous a demandé de mettre en évidence des molécules d'intérêt particulier pour la filière. Donc quelques-unes, évidemment, je ne pouvais pas sélectionner les 60 lignes, bien que ça aurait été intéressant, mais donc on a choisi 4 médicaments qui ont plus ou moins de preuves bibliographiques, plus ou moins de patients. Donc là, par exemple, le bevacizumab dans la maladie de Randu-Hössler, je vais vous en parler à la diapositive suivante, mais ça concerne beaucoup de patients, plus de 100 patients. Donc en fait, c'était une molécule d'intérêt pour nous à faire remonter. L'alpélizib, qui est utilisé dans plusieurs pathologies de la filière avec plusieurs prescripteurs différents et qui dispose déjà d'une autorisation d'accès compassionnel, donc qui a déjà fait l'objet de démarches d'accès dérogatoire dans d'autres maladies, dans le syndrome Cloves, mais pour lesquelles il y a peut-être des choses à faire pour encadrer les usages, nous, au sein de la filière, donc dans les pathologies qui sont listées là. Et puis le tramétinib qui est prometteur aussi, notamment au niveau des voies de physiopathes. On pense que c'est un médicament qui pourrait être intéressant par la suite dans la filière. Et donc, ma dernière diapositive, c'est sur les perspectives en fait, de cet observatoire des traitements, parce que c'est très bien de faire un recensement, mais derrière, on aimerait voir des choses concrètes aboutir. Donc, le premier outil en fait, qui nous sert, c'est le cadre de prescription compassionnelle. Donc, on en a un qui est en cours de développement pour encadrer les usages de bevacizumab dans la maladie de Randu-Hössler. C'est un dossier qui a été déposé il y a très longtemps auprès de l'ANSM, sous le cadre, sous la forme d'une RTU à l'époque, et qu'on a relancé en début d'année. Donc là, on est en discussion assez rapprochée avec l'ANSM à ce sujet, et dès qu'on a un peu plus de nouvelles, on vous en parlera. Et aussi, on a un projet, l'ANSM a évoqué un projet de création d'un groupe de travail avec donc, notre groupe interfilière des observatoires des traitements pour un petit peu mieux déterminer les modalités de dépôt des CPC, puisque nous, on avance un petit peu à vue et on a du mal à savoir comment monter ces dossiers auprès de l'ANSM, et donc on cherche à travailler avec eux pour faciliter tout cela. Et la deuxième étape, la deuxième perspective en fait, dans ce groupe, ça va être de travailler avec les industriels, puisqu'en fait, il y a plusieurs utilisations de médicaments qui pourraient faire l'objet d'un cadre de prescription compassionnelle, mais qui n'ont pas assez de preuves bibliographiques et pas assez d'équipes, de laboratoires qui s'intéressent à faire des essais cliniques dans ces pathologies-là qui concernent des cohortes assez faibles. Et du coup, on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau, puisqu'on ne peut pas déposer... on se sert des médicaments en AMM, mais sans avoir un cadre dérogatoire alloué. Et donc, on aimerait travailler avec les laboratoires pour travailler main dans la main et monter des essais cliniques avec eux, nous permettant d'avoir un petit peu plus de moyens. Je pense notamment au PHRC. Ça serait possible de déposer des PHRC, mais finalement, les médicaments maintenant sont très chers et on n'est pas sûr de pouvoir couvrir l'approvisionnement avec le budget qui est alloué. Donc, le LEM, on travaille en discussion avec le LEM, les entreprises du médicament, qui regroupent plusieurs labos français, pas que français d'ailleurs, plusieurs labos petits, grands, et qui permettraient donc de nous mettre en relation avec des personnes au sein des laboratoires qui sont sensibilisées sur le sujet des maladies rares, puisqu'en fait, nous, jusqu'à présent, quand on les sollicite, on a un petit peu des réponses standardisées, j'ai envie de dire. On nous refuse parce que la cohorte est faible, mais en fait, quand on ne comprend pas les enjeux des maladies rares, c'est sûr qu'on peut pas... On a une réponse qui est pas très adaptée. Donc du coup, là, l'objectif, ça serait de trouver quelqu'un au sein des laboratoires avec qui on puisse développer des projets et qui comprennent un petit peu notre démarche. Voilà, merci à vous.
si Merci. vous avez des questions. Merci Laura. Je dois dire que ça fait pas bien longtemps que vous êtes avec nous et déjà il se passe plein de choses. C'est bien. C'est chouette, Bravo. c'est prometteur. Merci. C'est assez efficace. Oui. Merci Laura. J'étais en début de semaine avec la filière Fimato, qui est une filière où il y a beaucoup de chirurgiens. Et il y a un sujet aussi, là on est sur le médicament, mais il ne faudra pas oublier Oui. tout ce qui est dispositifs médicaux, C'est vrai. puisqu'ils ont aussi, et le lien avec les industriels est aussi là, parce que parfois ils ont des produits innovants dans leur DM, des toutes petites cohortes, et ils n'en trouvent pas l'industriel pour pouvoir produire le produit. Donc c'est aussi un vrai sujet, les DM. C'est vrai. Alors, c'est vrai que l'Observatoire des traitements concerne les médicaments, comme vous le disiez, les DM, et aussi les pratiques non médicamenteuses. En fait, c'est très large. Il y a certaines filières qui sont un peu plus sensibilisées au DM, et je pense à Neurosphinx, qui, eux, ont beaucoup de développement de DM. Et c'est vrai que nous, on pourrait aussi s'y intéresser. On avait fait prioriser le médicament parce que c'était ce qui était le plus utilisé. Mais c'est vrai que le DM, il faudra qu'on s'en occupe dans un deuxième temps, une fois qu'on aura réussi à faire ce qui est urgent. Il y a une initiative au niveau européen sur ce sujet-là. Oui, bonjour. Pourriez-vous préciser le concept de prescription compassionnelle? Oui, bien sûr. Alors en fait, c'est pas facile à expliquer en fait. C'est un cadre réglementaire qui est donné par la NSM et qui permet d'encadrer tout ce qui est usage hors AMM pour les médicaments qui n'ont pas l'autorisation dans cette maladie-là. Et ce que ça propose, c'est que le médicament soit financé par la sécurité sociale, soit pris en charge par la sécurité sociale, que la responsabilité de la prescription ne soit pas entièrement engagée par le prescripteur, comme c'est le cas dans la prescription hors AMM stricte. Et ça permet aussi, très important, de faire un recueil de données chez le patient. Donc ça apporte un cadre c'est la sécurité d'utilisation du médicament, puisque ça a été approuvé par la NSM, et ça permet derrière d'avoir les données sur l'efficacité et la sécurité. Je ne sais pas si c'était si vous aviez d'autres questions à ce sujet. Anouk Bistorff, j'ai une autre question. Alors, nous, on avait déposé un PHRC sur MAF superficielle et tranétimib et qui a été accepté sous condition que Novartis allait payer le médicament. Voilà. Ils ont retiré leur accord en disant qu'il y a eu des restructurations. Oui. On a eu beaucoup de réunions et donc la conclusion, c'est qu'ils nous le feraient à 20% en moins, ce qui fait toujours un budget de 200 000 € et donc de trop. En quelle mesure est-ce que vous pouvez nous aider alors du coup? Justement, c'est ce genre de questions qui nous pose problème et c'est très intéressant de voir qu'en fait ça arrive à plusieurs porteurs de projets au sein de la filière et qu'on n'était pas tous très au courant. Et je pense qu'il faut qu'on regarde ensemble comment ça a été réfléchi et ce qu'on peut faire avec le LEM. Je les vois la semaine prochaine. Donc, il faut qu'on se mette en contact, on en parle tout à l'heure pour voir ce qu'on peut leur demander. Parce qu'alors, le LEM, c'est un syndicat d'industriels. Donc, eux, ils m'ont bien dit, on ne peut pas forcer les laboratoires à aller sur les projets des académiques, mais on peut trouver des terrains d'entente. Donc là, c'est peut-être un début de terrain d'entente qui a été trouvé avec la petite ristourne qu'ils vous ont proposée, mais peut-être qu'on peut discuter autrement avec eux. On en reparle. Laurent Guibaud de Lyon, c'est vrai que le repositionnement des médicaments pose des problèmes quand on contacte directement un laboratoire, parce qu'effectivement on a trouvé un variant sur lequel il y a une molécule et le laboratoire ne comprend pas du tout pourquoi on donne cette demande. Et c'est vrai que si on avait un interlocuteur qui sensibilise au niveau national, que ça soit effectivement structuré et de se dire qu'il y a effectivement soit un budget, soit un bureau qui s'occupe de repositionner des refus pour des patients qui ont effectivement une pathologie invalidante, mais qui ne correspondent pas effectivement. Souvent, c'est des médicaments à visée carcinologique. Donc déjà, et preuve de concept, ils ne l'ont pas du tout. On a des refus pour des patients qui sont quand même graves, même fonctionnellement, même si ce n'est pas des pathologies qui relèvent du cancer. Moi, j'ai une réponse. On est justement dans la prospective du PNMR4. On va avoir une nomination très proche des 2 personnes qualifiées.